Bonjour les amis, alors, j'ai dans la main une caméra de la marque ZWO. Vous connaissez le type de boîtier, la couleur, elle est caractéristique. C'est le modèle ASI 533 mm Pro, un modèle assez récent dans le catalogue ZWO. On connaissait la version couleur. La version monochrome qui est ici était attendue avec impatience parce qu'elle a potentiellement des caractéristiques très intéressantes. Alors justement, l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer ces caractéristiques-là, les mesures que j'ai pu faire sur cette caméra. Et je vais d'ailleurs en profiter pour faire une comparaison avec un autre modèle de caméra, une autre référence chez ZWO, c'est la ASI 183 mm Pro. Alors les prix sont assez équivalents, on peut même imaginer qu'un jour la 533 va remplacer la 183, on verra. Et donc je vais les mettre côte à côte et puis on va voir un petit peu quels sont les avantages de l'une et de l'autre et si ça vaut le coup de passer sur cette caméra là par exemple si vous possédez celle-ci par ailleurs. Alors je parle ici des caméras ZWO maintenant. Ce qui fait beaucoup la performance de ce type d'instrument, c'est le capteur. Et si vous allez voir chez QHY par exemple, vous allez trouver l'équivalent. Il est fort probable, même si je ne les ai pas testés, que les performances que vous pourriez mesurer sur une QHY sont très équivalentes à celles que j'ai sur ce modèle-là, ZWO. Alors, c'est pas une caméra qui m'est entièrement inconnue, enfin plus précisément le capteur, parce que regardez, j'ai ici sous la main un autre modèle, ici plus imposant, nettement. Il s'agit de la ASI 6200 mm Pro. Alors là, on est dans du gros format, hein. On est sur du 24-36 au niveau de la dimension du capteur. On est aussi sur 9500 pixels, au moins sur un des axes. Enfin, un monstre. On voit le poids aussi qui n'est pas pareil. Je vous montre cette caméra-là parce que par ailleurs, elle a un capteur qui est de très haut niveau. Et il se trouve que le capteur de la 533, en vérité, c'est strictement le même au format près évidemment de l'image. C'est la même technologie, c'est les mêmes performances en bruit, c'est les mêmes performances en couronne d'obscurité, etc. Donc du coup, sachez quand vous achetez cette caméra-là que vous avez le top finalement chez les capteurs Sony avec ce modèle-là. Voilà, bien écoutez, on va passer en revue ces performances. On y va tout de suite. Alors, commençons par les caractéristiques géométriques. À gauche, la caméra 183, à droite, la 533. Le capteur a beaucoup plus de pixels sur la 183, moins donc sur la 533 avec 3000 par 3000. Un format carré, bon ben il faut s'y faire, hein. Voilà. Et puis surtout aussi des pixels plus petits pour la caméra 183 et plus gros pour la 533, 2,4 microns d'un côté, 3,76 de l'autre. Donc s'il y a moins de pixels sur la caméra ASI 533, en revanche le fait que la taille des pixels soit plus grande fait que la surface sensible finalement est plus grande pour la 533 que sur la 583, contrairement à ce que laisse penser le nombre de pixels. Pour la numérisation, on est en 12 bits sur la 183, 14 bits sur la 533. C'est une différence significative, un vrai progrès, hein, bon, mais je vous montrerai tout à l'heure par des chiffres un petit peu ce que ça signifie. Le tirage optique ou le back focus, il est le même dans les deux cas. Ça veut dire que les deux caméras sont interchangeables immédiatement sur le même montage, donc ce qui est fort agréable. Là, vraiment une belle compatibilité. Puis le poids, 410 grammes pour l'une, 470 grammes pour l'autre. Il y a un petit écart, mais franchement, c'est négligeable. Alors le paramètre suivant que l'on va regarder, c'est le bruit de lecture. Alors, le bruit de lecture, c'est quelque chose d'important dans une caméra parce que c'est la fluctuation aléatoire du signal qui va nous empêcher finalement de détecter les objets les plus faibles possibles. Il faut voir cela comme une fluctuation donc complètement aléatoire de pixel à pixel ou d'image à image. Et si ce bruit domine le signal que l'on veut observer, eh bien cette détection est impossible. Donc il est important de connaître ce niveau-là de bruit pour déterminer une sorte de seuil de détection.
Alors, je ne vais pas vraiment détailler la méthode, hein, ça serait un peu long, mais disons que j'ai mis quelques formules qui vous permettent de reproduire l'expérience si vous voulez, parce que tout ce que je vous montre ici, en vérité, ce sont des mesures. Je ne me contente pas de rapporter ce que le fabricant indique, hein, je vérifie quand même que tout ceci est bien exact, et donc je fais des expériences. Alors, on va calculer ce qu'on appelle le gain, en fait, le gain électronique. Il se définit en électrons par codeur ou ADU. C'est le nombre d'électrons qu'il faut pour faire sauter d'un bit le signal dans votre image. Et puis notre paramètre qui est estimé, c'est le RUN, c'est le Read Noise. En fait, c'est vraiment le bruit de lecture, hein, c'est le paramètre qu'on cherche vraiment et qui découle des formules que vous avez là. Alors pour faire tout ça, il faut d'une part éclairer le capteur avec une source lumineuse relativement uniforme et constante. On fait des images dites flat field. Alors ici, j'ai monté tout simplement la caméra derrière un spectrographe Starex, ce qui est commode parce que derrière aussi je vais faire des mesures spectrales. Et puis on fait aussi des images d'obscurité, hein, donc on appelle des bias ou offset. Et le mélange de ces images permet d'obtenir effectivement à la fois le gain et le bruit de lecture. Le résultat est dans le cadre rouge. Il faut faire attention parce qu'il correspond en fait à des conditions d'acquisition, des réglages de la caméra particuliers. Ici, avec un gain caméra externe de 200, c'est des valeurs un petit peu arbitraires. En fait, ce sont des décibels. Si vous divisez par 10, vous avez des valeurs en décibels. Ici, j'ai pris 200. Ça correspond en fait à une valeur un peu intermédiaire, mais qui est intéressante pour toutes ces caméras. Donc, j'aurais tendance à la recommander. Un offset de 20 pour éviter d'avoir des valeurs numériques proches de 0, voire négatives. Et puis une température de fonctionnement du capteur à moins 12 degrés C, parce qu'on se rapproche un petit peu ici, dans cette mesure, des conditions typiques d'observation la nuit. Alors attention au gain, parce que vraiment c'est un vrai souci avec les caméras CMOS. Il est réglable, donc réglable, ça veut dire qu'on peut faire des erreurs. Vous pouvez très bien avoir un gain pour une nuit et puis un autre gain pour une autre nuit, différent. Et si par malheur il n'y a pas de correspondance avec les images d'étalonnage que vous avez fait, qui sont dans une autre caractéristique de réglage, vous aboutissez à des catastrophes. Donc il faut être très très constant là-dessus, il faut être un petit peu rigoureux et une fois qu'on a adopté des valeurs, il faut les conserver. On n'avait vraiment pas souci avec les caméras CCD d'antan, on va dire, parce que là, le gain n'était pas réglable, tout simplement, et donc on ne pouvait pas faire d'erreur. Moins souple, mais plus fiable, finalement. On ne va pas trop s'intéresser à la valeur absolue du gain obtenu, hein. Bon, donc le facteur de conversion entre les électrons et les pacodeurs, les ADU. Ils sont assez voisins d'ailleurs pour les deux caméras. Non, ce qui est plus intéressant, c'est le bruit de lecture, là, de ROM. Et on voit que pour la caméra 183, on est à 1,7 électrons. Pour la caméra 533, on est à 1,3 électrons, donc un petit peu inférieur pour la 533, ça veut dire moins de bruit. En parenthèse, ce sont des valeurs quand même très très faibles de bruit dans les deux cas, hein. Ça, c'est une caractéristique importante des capteurs CMOS. Mais le bénéfice que l'on a sur le 533 avec le bruit inférieur d'environ 25%, il est très bon à prendre. Il est très bon à prendre en particulier lorsque l'on fait des observations avec un fond de ciel très, très sombre. C'est ce que vous obtiendrez avec des filtres étroits en imagerie ciel profond, un filtre H-alpha par exemple, de quelques nanomètres de large, ou alors en spectrographie, parce que là, par nature, compte tenu du type d'instrument qu'on utilise là, eh bien le fond de ciel est très noir. Et donc le bruit de lecture ici prend une importance particulière parce qu'il domine en fait le bruit de signal, le bruit de photon. Et donc c'est une vraie caractéristique de la sensibilité quelque part de votre capteur. Et donc il est important d'avoir un bruit le plus faible possible. Donc ici, un bonus pour la 533 MM. En parenthèse, ces résultats sont très proches de ceux fournis par ZWO. Alors, vous pouvez prendre ça de deux manières, soit considérer que le fabricant il est très honnête, ou alors que je sais très bien mesurer les paramètres de ces caméras. Ici, il est encore question du bruit de lecture, mais représenté sous une forme particulière, un peu plus mathématique, je dirais, sous forme d'histogramme. C'est la distribution du bruit par rapport à la valeur moyenne du signal. Et donc, c'est une distribution qui est informative sur justement la composition de ce bruit.
Ce qu'on a en haut, c'est une représentation sous forme d'échelle linéaire, en bas sous une forme logarithmique. Alors, ce qui apparaît, hein, c'est que sur la 183, on a une distribution à peu près gaussienne a priori quand on regarde l'échelle linéaire, mais elle est plus large que dans le cas de la 533, ce qui indique, et puis plus tassée aussi, ce qui indique un bruit plus important. Et puis, ce qui est intéressant, c'est l'échelle logarithmique. Alors, il faut savoir traduire cela, mais ça signifie qu'il y a une distribution de bruit non gaussien. La forme gaussienne est la forme naturelle en fait du bruit dans la nature et aussi la plus efficace pour pouvoir détecter des signaux faibles dans un capteur. Là, on est victime d'un bruit particulier qui est non gaussien donc, dit bruit RTS ou dit bruit de télégraphe ou télégraphique. C'est des petits points qui apparaissent comme cela dans l'image des capteurs CMOS de temps en temps, à des endroits un peu choisis au hasard, mais des fois ils se reproduisent au même endroit et puis ils disparaissent au bout de quelques secondes. Alors c'est très gênant et encore une fois c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas d'ailleurs sur les capteurs CCD et c'est une vraie différence entre le CMOS et le CCD et vraiment un problème des capteurs CMOS lorsqu'on regarde un petit peu les signaux très très faibles. Bon après on peut filtrer numériquement ce signal mais c'est jamais tout à fait satisfaisant parce que ça détériore d'autres paramètres. Et donc, l'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas de bruit télégraphe. Dans le cas de la caméra 533, la distribution est beaucoup plus gaussienne en vérité. C'est la forme qu'indique l'échelle logarithmique. Et de fait, le bruit RTS est nettement plus faible. Il n'est pas absent, mais il est plus faible. Et ça, c'est un vrai plus de ce capteur. On voit ici les progrès qui sont faits en CMOS. On est dans une nouvelle génération de capteurs. Et on se rapproche du CCD, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle ici aussi. Alors, la dynamique, c'est le rapport entre le signal maximum que l'on peut enregistrer et le signal minimum. En gros, entre les hautes lumières et les basses lumières que l'on peut voir dans l'image. Il est évident que plus on numérise sur un nombre de bits à élever, des bits numériques, donc on va avoir une dynamique potentiellement supérieure. 12 bits pour la 183, 14 bits pour la 533. La dynamique numérique est 4 fois plus élevée pour la 533, ce qui est a priori un bénéfice, et en général c'est vrai. Mais il y a un piège quand même. Alors ce piège, il est lié au fait que la vraie dynamique dans un capteur, il est lié en fait au flux que l'on va réellement pouvoir enregistrer, maximal, mais par rapport au bruit de lecture. Ça, c'est la vraie définition de la dynamique. Alors je donne deux exemples pour illustrer cela. Pour la caméra 533. Alors avec un gain affiché, hein, réglé à 100, hein, donc d'ailleurs souvent le gain qu'on va prendre, parce que bon, c'est le gain à partir duquel le bruit de cette caméra devient vraiment très bon, eh bien on s'aperçoit que la dynamique en vérité, si on fait cette définition-là, signal max par rapport au bruit, eh bien elle est seulement de 11 700, c'est-à-dire un peu moins de 14 bits, 13,5 bits, ce qui reste quand même très honnête. Mais maintenant, si on met un gain de 200, cette fois, eh bien, évidemment, le signal que l'on va pouvoir enregistrer va baisser. Le bruit va diminuer un petit peu, mais pas très vite. Et du coup, la dynamique, avec cette définition, encore une fois, la vraie dynamique, est de 4150 ici, c'est-à-dire un équivalent de 12 bits. Donc on est assez loin des 14 bits initiaux. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi utiliser un gain de 100 alors que 100 a l'air plus favorable? Toute la chose vient du bruit en fait qu'il y a dans un pack-codeur. Si on regarde le bruit dans un pack-codeur, c'est-à-dire un changement de bit en fait, hein, on s'aperçoit que dans un premier cas, avec le gain de 100, on a 1,4 ADU, avec le gain de 200, on a 3,9. Alors 1,4 ADU, ça veut dire que le bruit est pratiquement noyé dans la numérisation. Pas vraiment tout à fait, mais quand même significativement, ce qui fait qu'en fait on va pas pouvoir détecter nécessairement des faibles signaux. Disons que la statistique du bruit est distordue, tandis que la statistique devient bien meilleure à 3,9 ADU avec un gain de 200. Donc du coup, quand on veut faire de l'observation à très faible flux, il faut sacrifier la dynamique, hein, et se mettre plutôt dans un gain un peu élevé. Bon, typiquement avec cette caméra ASI533, j'ai trouvé que le gain de 200 était tout à fait correct. Donc en fait, on se retrouve finalement avec une dynamique de 12 bits. Alors, dans cette gamme de dynamique, il faut
que la réponse du détecteur soit linéaire. Ça veut dire que si on double le flux optique qui tombe sur le capteur, par exemple, eh bien on doit avoir à la sortie un signal qui est lui-même doublé, et très précisément doublé. Alors c'est important parce que on veut faire des images d'étalonnage, on veut faire de la mesure sur les images en photométrie, que l'on fasse du ciel profond aussi, tout simplement pour faire une correction flat field. Ces opérations sont un succès dès lors que la réponse est linéaire. Alors je vais vous montrer tout de suite cette linéarité dans le contexte par ici de la caméra 533 mm. Alors c'est relativement facile à mesurer, hein. On prend la caméra, on lui envoie un flux constant, et puis on fait varier le temps d'intégration et on trace une courbe tout simplement entre le signal enregistré à la sortie de la caméra et le temps d'intégration. Et puis tout ça doit s'aligner sur une droite, ce que je vous montre tout de suite. Voici donc la courbe de linéarité observée pour la ASI 533. Alors les petits ronds, ce sont les mesures. Et puis la droite en pointillé rouge, c'est une droite qui a été ajustée mathématiquement pour passer au mieux devant ces points-là. Et on s'aperçoit qu'au bruit de mesure près, eh bien, les points s'écartent très peu de cette courbe-là. Ce qui signifie qu'effectivement la caméra est très linéaire. Il n'y a absolument aucune anomalie ici. Remarquez que le résultat serait identique pour une ASI 183 mm. Les capteurs de ces caméras CMOS sont remarquablement linéaires et donc on peut avec eux faire des étalonnages avec confiance, on peut aussi faire des mesures, donc tout va bien de ce côté-là. En réalité, pas tout à fait. Je vous livre un secret. Vraiment, vraiment, c'est entre nous, hein. Personne ne connaît ça. Je vous montre ici une image, enfin un graphe, qui montre la courbe de linéarité, mais pour les temps de pause de l'ordre de la seconde. Regardez ce qui se passe quand on a un temps de pause entre 0 et 1 seconde. On a des points qui s'alignent, bon, tout va bien, c'est la linéarité, sur une droite. Et puis, après 1 seconde, les points sont toujours alignés, mais avec un décalage vers le haut, qui n'est pas une vue de l'esprit, hein, d'accord, c'est bien réel. D'ailleurs, on retrouve ça sur beaucoup de caméras ZWO. Alors, regardez, on va tracer des droites entre tous ces points. Et on a vraiment deux régions, deux segments avec ce fameux décalage. Alors, ce qui est important de noter ici, c'est que ces points sont décalés, mais les droites sont parallèles entre elles. Ça veut dire que le gain est le même. Alors, ça, c'est heureusement d'ailleurs, je dirais. Donc, quel que soit le temps d'intégration que l'on prend, le gain de la caméra est le même. Par contre, il y a un petit offset qui se produit. Alors, je n'arrive pas à savoir si cet offset est lié au firmware de la caméra, s'il est lié au driver externe qui crée ce petit décalage. En tout cas, il est réel. Alors, c'est subtil. Alors, pour la plupart des applications, vous n'en aurez pas beaucoup de nouvelles, je dirais, mais il peut arriver parfois sur des choses un peu pointues que ce soit à prendre en compte. Donc, retenez cette petite chose, c'est un défaut, hein, d'accord, mais encore une fois, il n'affecte pas la linéarité de réponse de notre capteur. Alors, un gros plus de la caméra 533, c'est clairement la disparition de l'électroluminescence. On voit ici sur la gauche l'image d'une 183 avec un temps de pause de 15 minutes, avec un fort contraste. Et ce que l'on note, c'est cette brillance sur le côté droit qui illumine une partie du capteur et qui est fort gênante au niveau esthétique, mais aussi au niveau du bruit. Et à droite, vous avez le résultat avec la 533. Là encore, on montre toute la surface du capteur et aucune trace d'électroluminescence. Donc ça, c'est vraiment très bien. En parenthèse, c'est presque la base et c'est presque normal. Moi, j'ai connu ça avec les caméras CCD, les premiers CCD dans les années 1980. Les constructeurs ont trouvé vite la solution, peut-être plus vite même qu'avec le CMOS. Ça consiste tout simplement à couper les circuits électroniques responsables de cette lumière sur la puce silicium. Et de cette manière, pendant la pause, et de cette manière, le problème est simplement résolu. Bon, heureusement, c'est maintenant quelque chose qui devient courant dans nos petites caméras Sony, pas cher. Ça, c'est super. Bon, vous allez me dire qu'il suffit de soustraire à une image du ciel, ciel profond, spectro, une image de la carte d'obscurité faite en bouchant l'entrée du télescope et on fait disparaître comme cela cette fameuse électroluminescence.
Ben oui, on l'a fait disparaître, encore que on l'a fait disparaître très bien si la caméra est vraiment à la même température entre le moment où on a fait les images du ciel et les images de référence du dark master. Quand je dis même température, c'est aussi la température ambiante qui peut intervenir. Ben non, c'est pas si simple que ça, parce que si on regarde le résultat de la différence, on s'aperçoit que là où il y avait de la lumière, en fait, il y a du bruit. Et ce bruit, c'est le fameux bruit de photon. C'est un bruit qui existe toujours, hein. Il existe parce qu'il y a de la lumière. Dès qu'il y a du signal, en fait, il y a du bruit. Et plus il y a de signal, et plus il y a de bruit. Alors, heureusement, le bruit ne monte pas aussi vite que le signal, ce qui veut dire qu'il est positif d'intérêt longtemps, par exemple, de faire des longues pauses. Mais malgré tout, ce bruit est là. On appelle ça le bruit de photon. Et on le perçoit particulièrement bien. C'est une belle démonstration de ce que c'est que le bruit de signal, d'ailleurs. On l'aperçoit là où il y avait l'électroluminescence. Il y a un résidu. Et en fait, c'est une fluctuation aléatoire. C'est un vrai bruit. Donc, si vous mettez une galaxie ou un spectre à cet endroit-là, ben, il va être affecté par ce bruit, tout simplement. Alors, dans le cas de la caméra ASI 533 mm, ben, là, puisqu'il n'y a pas d'électroluminescence, après différence, on obtient une image extrêmement homogène. Voilà, donc ça, c'est un vrai plus pour cette dernière caméra. Le signal d'obscurité, vous le savez sûrement, c'est un signal qui apparaît, comme son nom l'indique, dans l'obscurité totale, mais il est généré spontanément par le détecteur, par l'agitation thermique des éléments qu'il compose, des atomes qu'il compose, et ce courant d'obscurité, ce signal d'obscurité est d'autant plus fort que la température est élevée. Alors je dis qu'en haut comment je fais la mesure. La mesure est basée sur en fait la mesure du bruit thermique et puis on en déduit après le signal d'obscurité proprement dit. Je ne vais pas détailler, je mets ça uniquement si vous voulez reproduire cette expérience. Non, ce qui compte c'est ce qui est encadré et on s'aperçoit que sur la ASI 533, ce signal d'obscurité qu'on compte en électrons par seconde, c'est un taux de signal d'obscurité par unité de temps, est vraiment extrêmement faible. C'est assez extraordinaire en vérité. C'était même inimaginable il y a 10 ans en fait encore, hein, voire même moins. Ça veut dire simplement qu'avec un tel niveau, même à la température ambiante, bon, vous pouvez faire des pauses de 5 à 10 minutes, ce sera finalement encore très acceptable. En fait, ce qui va compter, c'est que ce signal d'obscurité ne produise pas un bruit très significatif par rapport au bruit de lecture, et c'est bien le cas ici. Donc vraiment de ce côté-là, il y a encore un progrès, c'est même progressé par rapport à la 183. Vraiment très bien. À moins 12 degrés, ben, le signal d'obscurité est quasiment imperceptible. Alors ce qui va apparaître, c'est des petits points en fait chauds, hein. Donc là je parle du signal d'obscurité moyen. Il y a des points chauds qui vont apparaître, un peu comme dans les CCD d'ailleurs. Là on retrouve un petit peu un comportement type CCD. Mais ceci s'enlève très bien, je vais le montrer dans un instant. Alors attention ici, quelque chose que je considère comme un défaut de la ASI 533, pour qu'elle fonctionne, il est impératif de l'alimenter en 12 volts, en plus d'être évidemment connecté à l'ordinateur. Il faut apporter un courant supplémentaire par rapport, par exemple, à la 183, qui se contente de marcher quand on la met directement au port USB de l'ordinateur. Évidemment, à ce moment-là, elle n'est pas refroidie, mais elle fonctionne. Donc, ça permet de faire des tests, etc. Là, on est un peu plus contraint. Il faut se promener toujours avec cette fameuse alimentation de 12 volts pour pouvoir effectivement la mettre en fonctionnement. Si on regarde l'histogramme des quarts d'obscurité d'une image faite en obscurité totale ici pendant un quart d'heure, l'allure est assez différente entre la ASI 183 et la ASI 533. Le pic de l'histogramme pour la 183 est plus large, ce qui signifie que il y a plus de courant d'obscurité. Par contre, la base est plus étroite, plus fine, moins étendue. Alors que sur la 533, on voit une population de pixels qui va bien loin sur la droite et qui correspond justement à ces fameux pixels chauds, points chauds dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc qui sont des points qui sont anormalement affectés par le courant thermique, mais ils sont en nombre relativement restreint, et surtout ils s'enlèvent extrêmement bien en faisant une différence du signal d'obscurité. Donc pas de panique, et c'est même plutôt satisfaisant d'avoir ce genre de comportement sur un capteur. Je montre ici un extrait de la carte d'obscurité, une pause de 15 minutes, hein, avec un fort contraste. Alors malgré cette durée de pause,
bah, le signal moyen thermique est vraiment très faible. Difficile à voir même dans cette image-là, à part les pixels chauds, donc apparaissent un peu partout. Mais finalement, un nombre relativement restreint et qui vont partir très facilement lorsqu'on va soustraire à cette image-là une image maître du signal d'obscurité. Ça va gommer tout ça. Alors, on voit aussi quelques traces un peu plus larges. Ce sont des rayons cosmiques qui ont percuté le capteur pendant la pause de 15 minutes. Donc c'est la vie un petit peu normale quand on a une détectivité aussi bonne. Donc rien d'inquiétant par rapport à ça. J'indique ici que le capteur de la caméra 533 doit consommer un peu plus de courant et doit être plus chaud en fait. Donc du coup, le système de refroidissement qui doit être commun à la 183 à la 533 est finalement un peu moins efficace pour la 533 d'environ 3 degrés par rapport au delta T avec la température ambiante. Bon, alors, compte tenu du très faible courant d'obscurité qu'on a pu souligner plusieurs fois, ben, ce truc-là n'a vraiment aucun impact sur la performance. Alors le flat field, c'est une image d'étalonnage importante pour corriger les défauts de vignettage optique, de présence de poussière aussi, que l'on va gommer grâce à cette image qui consiste à éclairer a priori uniformément donc, le champ du détecteur. On peut aussi avoir d'autres défauts qui sont révélés par le flat field, comme ici. Alors ce sont des images à très haut contraste faites avec un spectrographe à haute résolution et dans la partie rouge du spectre. Alors que voit-on? Ben, sur la 183, on a une espèce de grille ici. Alors c'est quand même des défauts de petite amplitude, genre de 2% en crête-crête, mais quand même significatif. Et alors ces défauts-là, ou ces structures-là, on va dire, sont probablement liés au processus de fabrication du détecteur, à sa fonderie par Sony. Bon, bah, il faut. Alors, comme c'est très régulier, ça peut donner des choses très désagréables dans les spectres. Donc, quand on les fait à haute résolution, avec un fort rapport signal sur bruit, donc vraiment le flat field est absolument indispensable. À droite, on a la 533, on voit que le flat field est beaucoup plus uniforme, il n'y a pas ce défaut de fonderie, on a une espèce de pommelage, mais une amplitude plus faible, plus doux, et donc des effets sur l'image moins visibles. Alors cela dit, il faut quand même malgré tout faire le flat field, là, c'est un peu la règle de base, que l'on soit en spectrographie ou en imagerie ciel profond, il va falloir le faire si on veut être très rigoureux. Alors bonne nouvelle quand même, ça c'est pour les spectroscopistes, on ne voit pas de frange, ni d'ailleurs dans la 183 ni dans la 533 donc. Quand on associe ces caméras avec par exemple ici un Starex 2400 frames par millimètre, donc ça veut dire que là on est vraiment à l'abri de ce problème qui est une vraie difficulté quand on fait de la spectro. J'aborde ici la question assez délicate du rendement quantique. Alors, le rendement quantique, c'est le taux de conversion des photons incidents en électrons, en photoélectrons. L'idéal, c'est d'avoir un rendement quantique évidemment de 100%. Ici, je vous montre deux courbes qui présentent le rendement quantique estimé pour la 183, courbe rouge, et pour la 533, courbe noire. Il est assez facile de mesurer le rendement quantique relatif de deux caméras. Il suffit de les mettre à l'extrémité d'un spectrographe, ici un Starex en basse résolution, d'interchanger ces deux caméras avec à l'avant du spectrographe une source bien stable spectralement et en intensité. Après, on fait quelques calculs qui tiennent compte de la taille des pixels relatifs et puis aussi du temps de pause, etc., etc. Je vous passe les détails. Et malgré beaucoup de mesures, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts là-dessus, parce que j'étais surpris du résultat, eh bien, j'ai pas réussi finalement à différencier ces deux courbes. Elles sont très superposées, elles sont très semblables. Alors, il s'agit de capteurs dont dans les deux cas éclairés par l'arrière. Alors les rendements quantiques d'abord sont très élevés, d'accord. C'est vraiment beaucoup de progrès accomplis aussi dans le CMOS de ce côté-là. Encore une fois, l'éclairage par l'arrière y est pour beaucoup. Mais malgré tout, j'ai pas pu voir un écart très fort. Alors un petit peu dans le rouge, peut-être en faveur de la 533. Elle pique peut-être un peu mieux dans le bleu, mais de manière marginale.
On plafonne peut-être pas loin de 90%, mais ponctuellement. Et je dirais que ici, les données constructeurs sont peut-être un petit peu optimistes par ailleurs. Cette valeur absolue du rendement quantique, donc je l'estime à partir d'informations constructeurs, et aussi de quelques mesures que j'ai pu faire sur la 183 en absolu par ailleurs, donc je vous passe là encore les détails. Donc je pense que ce sont des courbes relativement fiables, même si c'est une mesure difficile à faire. Les oscillations que l'on voit sont liées à la technologie CMOS. On avait ça aussi un petit peu sur les CCD. Dans le cas de la 533, l'oscillation est assez importante dans le bleu, hein. Il faut faire attention au niveau du feldfield lorsqu'on fait de la spectro, hein. Il va falloir bien travailler ici pour les gommer dans le résultat final, encore une fois avec une courbe de réponse instrumentale bien fichue. Voilà, donc un match nul sur le plan du rendement quantique finalement entre les deux caméras. Je vous donne ici une petite astuce pour estimer à l'œil le rendement quantique. Il faut savoir que tout ce qui n'est pas absorbé par le détecteur et donc qui va participer à la conversion à photon-électron est réfléchi par la surface sensible. Et plus la surface est brillante, moins le rendement est élevé, plus la surface est sombre donc, et plus le rendement est élevé. Alors par exemple ici, on compare les deux caméras, la 183 et la 533. D'abord, je peux vous dire que si on a un rendement quantique de, allez, disons 90 sur un large domaine spectral, voire 95, la surface est vraiment noire, comme du charbon. C'est pas vraiment le cas ici, et ce qui confirme quand même que le rendement quantique arrive marginalement autour de 80-90%, mais chute vite de part et d'autre, dans le rouge et dans le bleu. Ce qu'on peut voir ici, c'est que les reflets sont un peu différents en termes de couleur, donc il se passe des choses quand même, il y a bien un écart, mais quand on analyse cela un peu plus finement, on s'aperçoit quand même que le coefficient de réflexion global en moyenne est quand même assez proche entre les deux, ce qui signifie que les courbes que je viens de présenter sont probablement assez justes. Donc il y a vraiment une similitude assez forte dans les deux rendements quantiques. Voilà, on arrive presque à la fin de cette vidéo. Que dire? Au travers de ses performances, hein, on peut dire que c'est un objet très performant finalement. Effectivement, très homogène, sans gros défauts. Euh, Sorte de nouvelle génération, je dirais, des caméras CMOS, hein. Alors, ce qui fait beaucoup la différence, c'est le capteur qui se trouve à l'intérieur. Il est clair que s'il est intégré dans une caméra d'une autre marque, vous aurez autant de satisfaction à utiliser cette marque-là. Voilà, ce qu'il faut remarquer tout particulièrement, c'est le bruit qui est plus faible que sur une 183. Alors c'est subtil, mais ce sera perceptible dès lors que vous travaillez avec de très faibles flux lumineux. En ciel profond avec des filtres étroits par exemple, ça sera visible. L'autre point sur le bruit d'ailleurs à signaler, c'est finalement que c'est la qualité de ce bruit. Alors ça paraît bizarre de parler comme cela, mais c'est un bruit qui est quand même très gaussien. Le bruit RTS est très maîtrisé, une espèce de bruit télégraphe, là, des petites piqûres dans l'image, a pas mal diminué. Ça c'est une très bonne nouvelle, parce que c'était une vraie gêne pour les caméras CMOS, on va dire d'ancienne génération. Et donc là, bon point, très positif. Ce qu'on peut retenir aussi, alors d'ailleurs en parenthèse, ça me rappelle un peu les caméras CCD d'antan, hein, que j'aimais bien. On retrouve un peu les mêmes choses, hein, donc c'est particulièrement agréable et c'est très bon signe. Ah oui, donc ce qu'on peut dire aussi, c'est peut-être la dynamique, 14 bits. Alors attention, c'est à pondérer, vous avez vu qu'il faut travailler avec des gains suffisants quand même pour pouvoir tirer le maximum de ce type de capteur. Donc oui, 14 bits, mais la vraie dynamique sera sûrement un petit peu inférieure. Et puis aussi l'absence d'électroluminescence, enfin je pourrais dire. On en est débarrassé, j'espère définitivement. Ça c'est un vrai plus bien entendu. Il n'y a pas photo par rapport à ça si je puis dire aussi. Donc voilà, alors ce qu'on peut remarquer c'est la taille des pixels. Ils sont ici plus gros que ceux d'une 183. Ça veut dire que pour une focale équivalente sur le ciel,
vous aurez, si vous faites des images de nébuleuses par exemple, en gros 2,5 fois plus de signal. Bon, c'est très positif, mais attention, il y a une contrepartie, c'est qu'évidemment la résolution spatiale des images, ou angulaire plutôt des images, va diminuer, et donc on ne va pas tout avoir, le beurre et l'argent du beurre, si je puis dire. Donc il y a des compromis ici qui sont importants, il faut les considérer. Il faut éventuellement adapter la focale à sa caméra. Bon, donc bien retenir cela. D'ailleurs, je vais finir cette vidéo en vous parlant encore un petit peu d'observation, mais cette fois-ci d'observation spectroscopique, mais très connexe avec l'imagerie du ciel profond, parce que les difficultés ou les réflexes sont un peu les mêmes. Et donc, je vous donne rendez-vous tout de suite après ce petit focus sur la spectro pour la conclusion. Cette histoire d'échantillonnage m'a un petit peu déstabilisé en spectrographie avec la taille des pixels de la ASI 533. Bon, c'est 3,75 microns, c'est pas non plus énorme, mais c'est plus gros que les 2,4 microns d'une ASI 183, actuellement pas mal utilisée. Et alors quand on travaille avec une lunette courte focale, de petite taille, ici une 80 mm de diamètre, 480 de focale, on peut se poser des questions sur la finesse des spectres, sur l'échantillonnage lui-même. Donc je vais discuter un petit peu de ça rapidement. Alors sachez que là j'observe ici une étoile qui s'appelle 12 Vulpecula. C'est une étoile qui fait partie d'un programme d'observation coordonnée entre des professionnels et des amateurs. Alors c'est assez génial parce que c'est une observation qui met en route aussi le satellite TESS, qui met en route aussi l'interféromètre Chara en Arizona pour la résolution du disque de ces étoiles, et puis aussi des observations amateurs, comme celle que je présente là, avec pas nécessairement des gros instruments, et donc tout ça fait une jolie collaboration professionnelle-amateur. La difficulté avec ce type de lunettes de courte focale, c'est qu'elles donnent des images d'étoiles extrêmement fines. On a tendance à vouloir utiliser une fente très étroite, 10 microns par exemple, et c'est avantageux parce que ça va augmenter la résolution spectrale de l'instrument, du spectrographe. Malheureusement, une fente aussi fine, quand elle se projette sur le détecteur avec des pixels aussi gros entre guillemets que 3,75 microns, eh bien, elle est sous-échantillonnée très sensiblement. On va perdre de l'information, c'est contre-productif. Alors il faut à ce moment-là plutôt se résigner à ajouter une lentille de Barlow devant la lunette. On double ici la focale, et à ce moment-là on va pouvoir utiliser une fente un peu plus large, à l'occurrence ici 15 microns. On perd de la résolution spectrale, mais on gagne quand même au final en qualité, en précision du spectre. Bon, je ne vais pas détailler le calcul, mais vous pourrez regarder cela un peu au calme. Mais sachez qu'avec la fente de 15 microns adoptée, avec la lentille de Barlow, ben, j'ai au final une largeur des raies spectrales, une largeur à mi-hauteur de 2,4 pixels. C'est correct, hein, mais pas non plus excessif, attention. Ça serait pire avec une fente de 10 microns. Du coup, après derrière, bon, on peut filtrer hein, pour enlever un peu le bruit, hein. C'est une petite lunette qu'on utilise ici. Et après toutes ces opérations, on aboutit à une largeur à mi-hauteur de 3,7 pixels, résolution de 18 000, ce qui est très très correct hein, pour ce type de programme d'observation. Mais quand même, vous le notez, j'ai été obligé quand même de m'adapter à la taille des pixels de la ASI 533, avec à la clé une potentielle légère perte de résolution spectrale. On peut bien sûr utiliser des télescopes de dimension plus importante. Hein. Ici, un Machutov de 127 mm de diamètre et de 1,5 m de focale. Alors là, compte tenu de la focale, on va naturellement élargir la fente à 23 microns. Et du coup, le spectre sera naturellement aussi plus large sur le détecteur et l'échantillonnage sera moins critique. En tout cas, la criticité de l'échantillonnage s'estompera. Et donc, bon, alors évidemment, là encore, on va perdre la résolution. Là, on est à 15 000 de résolution. C'est le mal nécessaire, je dirais. Au fur et à mesure qu'on utilise des instruments de gros diamètre, il faut que la fente s'élargisse. Et donc, la résolution spectrale va diminuer. Vous avez peut-être remarqué dans le spectre de l'étoile, c'est le trait horizontal, la présence de raies verticales.
Ce sont des raies d'étalonnage spectral. Elles sont produites par une lampe néon qui est allumée en permanence, mais pour la garantir, cette lumière, tout le temps, et pour pas trop éblouir l'entrée du télescope, justement, on utilise des fibres optiques qui amènent 4 fibres optiques en plastique, très économiques, et qui amènent le flux de cette lampe néon à l'entrée, à l'ouverture du télescope. Et donc on a cet étalonnage permanent qui permet de tenir compte des flexions, des bougées de manière générale, et qui est particulièrement efficace. Alors, ces fibres ne gênent pas l'observation de l'étoile, il n'y a aucun souci et c'est très puissant. Alors bien sûr, on peut continuer à augmenter le diamètre du télescope. Ici, c'est un télescope de un Célestron 9 avec une focale bien plus longue et automatiquement la fente est plus large. Et la résolution spectrale aussi diminue un petit peu. On est à 13 000, mais pas si vite que ça. Et surtout, le spectre est très bien échantillonné, bien adapté finalement à la caméra 533 ou l'inverse. La caméra 533 est bien adaptée à l'image que forme ce spectrographe Starex ici. Remarquez qu'il y a toujours ces fameuses raies en permanence dans le spectre, elles sont plus faibles ici. C'est le mode d'étalonnage dilatéral et qui permet de faire une surveillance, encore une fois, de la bonne calibration spectrale durant la pause qui peut durer ici 20 minutes par exemple. Voilà, cette vidéo s'achève. Alors peut-on choisir entre la 183 ou la 533? Bon, moi, si vous avez déjà la 183, c'est clair qu'il faut la garder. C'est une bonne bête. Elle n'est pas encore démodée du tout. Elle a de jolies performances. Donc gardez-la, utilisez-la, ça sera parfait. Maintenant, si vous devez acheter une nouvelle caméra, alors à ce moment-là, peut-être orientez-vous vers la 533 ou son équivalent chez QHY. Et là, vous allez tomber dans une génération nouvelle, je pense, avec des performances très bonnes. Bon, je ne vais pas y revenir, mais vous avez compris, je pense. Donc voilà, avec tout ça, vous allez pouvoir faire de très belles observations. Je vous les souhaite en tout cas. Et ah oui, pensez quand même à vous abonner sur ma chaîne Astrospectro parce que vous fassiez de la spectrographie ou autre chose, du ciel profond par exemple, ben vous allez trouver peut-être quelques petites choses qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Voilà, à la prochaine. Bye bye.